Dans cette vidéo, on va parler de l'euro numérique. On va essayer de comprendre ce qu'est ce nouvel euro et on va parler de ses avantages et de ses inconvénients. Avant de s'attaquer à l'euro numérique, il faut déjà comprendre comment fonctionne la monnaie actuellement en Europe. Nous allons commencer par parler d'une première monnaie qui est la monnaie fiduciaire. Avant qu'on ait de la monnaie, les citoyens, pour s'échanger des biens, devaient faire du troc. Si on prend l'exemple d'un citoyen qui veut acheter 2 céréales à un autre citoyen, il devait alors lui échanger en contrepartie un bien qui valait la même valeur que ces céréales. Dans cet exemple, il y a un troc entre 2 céréales et de la viande. Ce système peut fonctionner correctement mais a un gros défaut. Comment faire si la personne possédant les céréales ne veut pas de la viande? L'échange ne peut donc pas avoir lieu. Le gros défaut du troc est qu'il faut avoir la ressource que convoite la personne à qui vous voulez acheter quelque chose. Afin d'éviter cette problématique, on a inventé la monnaie fiduciaire. Globalement, les pièces de monnaie et les billets. L'idée est que toute chose que nous pouvons acheter a un prix en équivalent monnaie, ce qui est le cas de nos sociétés modernes. Nous ne faisons plus du troc, nous sommes payés en monnaie et nous achetons en monnaie. Si on reprend l'exemple pour l'achat des céréales, la personne voulant acheter donnera l'équivalent en monnaie pour pouvoir acheter ses céréales. Ainsi, plus besoin d'avoir une ressource spécifique pour acheter un bien. Il suffit de posséder la monnaie d'échange universelle, la monnaie fiduciaire. Dans nos sociétés modernes, la monnaie fiduciaire est créée par une banque que l'on appelle la banque centrale. C'est la banque des banques. Elle est, la plupart du temps, indépendante du pouvoir politique. C'est-à-dire qu'elle doit prendre ses décisions uniquement au regard des besoins économiques et non politiques. Nous n'y avons jamais affaire en tant que citoyens en Europe. À l'époque où la France gérait sa monnaie avec le franc, c'était la Banque de France qui faisait la monnaie. En Europe, actuellement, la Banque centrale est la Banque centrale européenne. C'est elle qui acte quand la monnaie, l'euro, doit être créée et de quel montant. Cependant, ce n'est pas la Banque centrale européenne qui effectue la création de la monnaie. Elle délègue ça à certaines banques centrales des pays membres, comme la Banque de France, la Banque centrale allemande et la Banque centrale italienne. Le système européen fonctionne en 3 étages. D'abord la Banque centrale européenne qui prend une grande partie des décisions liées à la monnaie qui est l'euro. Ces décisions sont faites en concertation avec les banques centrales nationales. Ces banques centrales nationales n'ont plus la décision finale sur la monnaie mais aident les pays sur certaines décisions économiques. Enfin, les banques de détail, c'est la 3e couche. Ce sont les banques où nous avons un compte en banque, comme par exemple la Société Générale, BNP Paribas, Crédit Mutuel, etc. en France. Les banques de détail n'ont pas de droit de décision sur la monnaie fiduciaire. Si on résume, la monnaie fiduciaire est la monnaie physique que nous connaissons avec les pièces et les billets. Elle possède plusieurs avantages et inconvénients. Dans les avantages, il y a l'accessibilité. Pas besoin d'avoir accès à Internet ou un compte à la banque pour manipuler des billets ou des pièces. Également, pas de frais lorsque nous faisons une transaction avec un commerçant. Enfin, elle permet d'avoir un bon contrôle de ses dépenses car nous pouvons constater physiquement ce qu'il nous reste, le montant qu'il nous reste. Dans les inconvénients, on a le risque de vol. Se faire voler des billets et pièces est plus facile que son code de carte bancaire. Également, pour des gros montants, avoir l'équivalent en billets ou pièces n'est pas facile. Enfin, cela a un coût de production pour les États. Ça demande des infrastructures complexes et coûteuses pour avoir des billets et pièces sécurisés. Un dernier point qui peut être à la fois un avantage et un inconvénient est l'anonymat. Personne ne peut contrôler nos dépenses, ce qui est un avantage, mais cela permet également d'utiliser l'argent de manière illégale sans qu'aucun contrôle ne puisse avoir lieu. Maintenant que nous avons parlé des pièces et des billets avec la monnaie fiduciaire, regardons une autre monnaie, la monnaie scripturale, qui est de plus en plus utilisée. Dans le monde où nous vivons, où les échanges économiques se font à foison dans tous les sens, entre pays, entre continents, la monnaie fiduciaire est très contraignante. Devoir échanger des billets à travers le monde ne serait pas envisageable. Il y aurait de grosses difficultés de transfert, des problèmes de sécurité à cause des vols, un coût de gestion énorme et des gros problèmes de traçabilité. Pour ça, dans le monde moderne, nous utilisons la monnaie dite scripturale. Globalement, il s'agit d'un jeu d'écriture comptable. Je m'explique. Si nous prenons l'exemple d'un échange d'un citoyen vers un autre d'un montant de 1000 euros. Chacun des citoyens possède un compte à la banque possédant un certain montant. Pour le premier citoyen, il possède 2200 euros. Et pour l'autre citoyen, 1000 euros. Quand le premier citoyen veut payer le deuxième de 1000 euros, il va contacter sa banque pour faire le transfert via un virement bancaire. Le transfert se fait sans déplacement d'argent physique. Uniquement, le compte du premier citoyen est débité de 1000 euros et le compte du deuxième citoyen est crédité de 1000 euros. La valeur des comptes change. Globalement, on modifie la valeur du premier compte pour lui enlever 1000 euros. L'opération inverse est faite pour le deuxième citoyen qui voit la valeur de son compte être modifiée, augmentée de 1000 euros. Cependant, aucun billet n'est passé d'une banque à une autre, uniquement des registres ont été modifiés. Dit comme ça, on pourrait croire que la banque peut faire n'importe quoi et changer les valeurs comme elle l'entend. Bien évidemment que non, tout est contrôlé. De plus, les banques ont intérêt à ne pas faire n'importe quoi. Si la monnaie s'écroule, ils perdent de l'argent. La monnaie scripturale n'est que des jeux d'écriture sur les comptes bancaires. Ça existait avant l'ère du numérique, avec par exemple les chèques. La monnaie scripturale permet également aux banques de détail, donc les banques que nous connaissons, l'ASG, BNP, etc., de faire de la création monétaire scripturale. Quand nous empruntons pour acheter un bien immobilier, par exemple, la banque crée temporairement de la monnaie dans le système. Globalement, un citoyen contracte un prêt et le vendeur reçoit en monnaie scripturale le montant, ici, dans cet exemple, de 200 000 euros.
Comme précédemment, 200 000 euros en billets ne sont pas transférés. Uniquement la valeur du compte en banque du vendeur est modifiée pour ajouter 200 000 euros. Cependant, lorsqu'on fait un prêt, la banque ne transfère pas de son argent scriptural vers le vendeur. Elle crée en ajoutant 200 000 euros dans le système, plus particulièrement sur le compte de l'acheteur. L'argent que rembourse l'acheteur au fil des années est détruit du système et elle ne va dans aucun compte, sauf évidemment les intérêts et les assurances qui paient la banque. Lorsque le prêt est fait, de l'argent en plus est mis dans le système le temps que la personne rembourse. Plus la personne rembourse, plus une partie de l'argent créé est détruite. Au final, à la fin du prêt, l'argent emprunté est complètement détruit. L'argent qui a été mis dans le système n'existe plus. C'est pareil, les banques ne peuvent pas faire n'importe quoi en s'accordant des prêts à tort et à travers. Des règles prudentielles sont mises en place pour que le système économique soit tenable et fiable. La monnaie scripturale, si on veut résumer l'argent qui est inscrit sur nos comptes bancaires, nous permet d'avoir accès à de la monnaie fiduciaire, les billets et les pièces. On a le droit d'aller au distributeur pour retirer de l'argent. Cependant, il n'y a pas suffisamment de billets et de pièces pour couvrir l'intégralité des montants sur les comptes bancaires. Les montants disponibles correspondent à la réalité économique. Combien en moyenne les citoyens retirent, dans quelle durée, etc. Si demain la population panique et tout le monde veut retirer de l'argent physique, les banques ne pourront pas couvrir tous les besoins. C'est ce qui est arrivé en 2008, lors de la crise des subprimes aux États-Unis. Les gens se sont rués vers de l'argent fiduciaire, donc vers les banques, ne faisant plus confiance à la monnaie scripturale. La monnaie tient sa valeur uniquement de la confiance qu'ont les citoyens envers celle-ci. Un mouvement de panique peut créer de la défiance et donc d'évaluer de la monnaie. Mais c'est pas vraiment le sujet ici. Il y a plusieurs avantages et inconvénients à la monnaie scripturale. Dans les avantages, nous avons que c'est rapide et efficace pour n'importe quel montant. Payer en carte bleue ou en virement est rapide et efficace. De plus, les coûts de production sont faibles. Il n'y a pas de billets à créer. Dans les inconvénients, il y a la dépendance aux banques de détail, qui sont privées, et les frais importants qui sont inhérents au mode de financement des banques. Dans les éléments neutres, il y a la traçabilité. L'ensemble de nos transactions sont consignées au niveau des banques. Elles peuvent donc savoir ce que nous faisons, ce qui d'un point de vue citoyen est un inconvénient, mais pour l'État et la traque des fonds sales est un très gros avantage. Un autre élément est la sécurité. Les échanges numériques sont plus sécurisés que les échanges par billets. Cependant, des arnaques et des vols sont toujours possibles. Si nous résumons, les banques centrales possèdent la planche à billets, c'est-à-dire la possibilité de création de billets et de pièces. Elles mettent en place l'ensemble des règles que vont devoir respecter les banques commerciales et elles ne sont pas accessibles directement aux citoyens. Les banques commerciales se chargent de la gestion, la création et la destruction de la monnaie scripturale, les écritures comptables. Elles sont accessibles aux citoyens, mais sont des entités privées. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé des grands principes de la monnaie scripturale. Cependant, celle-ci s'intègre dans le système bancaire au sens général. Nous allons regarder un peu plus en détail comment fonctionnent les paiements dans le système bancaire. Pour pouvoir communiquer, les banques ont besoin de protocoles de communication. Avant l'uniformisation au niveau européen, deux banques françaises, si elles voulaient communiquer, par exemple pour dire qu'un client A paie de l'argent au client B, les banques utilisaient le système qui s'appelle CORE. Actuellement, le système CORE n'est plus utilisé car un système européen a pris la relève. Niveau européen, nous avons maintenant le protocole Single Euro Payment Area, SEPA. On entend souvent parler des prélèvements SEPA. Ce sont des prélèvements venant de ce protocole européen. Ainsi, deux banques européennes peuvent communiquer entre elles les transactions utilisant ce système SEPA. En France, grâce à ce système uniformisé, il est aussi simple de faire des échanges bancaires avec une autre banque française qu'une banque européenne. Le SEPA n'est pas uniquement réservé aux pays de l'UE, il y a 36 pays qui l'utilisent. D'autres systèmes sont utilisés en Europe, tels que Target 2 pour des plus grosses transactions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les systèmes qu'il y a en Europe, mais c'est pour dire qu'il y a des systèmes uniformisés à l'Union européenne pour communiquer entre les banques. Au niveau mondial, le protocole utilisé majoritairement pour les transactions bancaires est le SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Il est utilisé dans 200 pays à peu près. Quand une banque européenne veut réaliser des transactions avec une banque américaine, par exemple, c'est le système SWIFT qui est utilisé. On en a entendu parler dernièrement avec la Russie qui a été exclue de ce fameux système SWIFT, ce qui complique les transactions avec les banques russes. SWIFT est le protocole le plus utilisé à l'international, mais d'autres existent. SWIFT est géré par une entreprise privée basée en Belgique. On a vu qu'une simple transaction bancaire entre banques peut passer par plusieurs protocoles. Ainsi, un paiement entre un client et un commerçant ne se déroule pas directement, il y a des intermédiaires. De plus, si le paiement a lieu par carte bancaire, un intermédiaire supplémentaire intervient, le fournisseur de cartes. Voyons ça avec un exemple. Supposons qu'un client veut payer un commerçant pour un service donné. Lorsque le client va utiliser sa carte bancaire, le terminal de paiement va contacter dans un premier temps le réseau de la carte cible. Le réseau de cartes n'est pas le même en fonction de la carte que vous utilisez. Ça peut être carte bleue, Visa, Mastercard, Apple Pay, etc. Ensuite, le réseau carte bancaire va contacter le réseau de la banque du client pour savoir si la transaction peut avoir lieu, si les fonds sont disponibles.
La banque du client ensuite contacte la banque du commerçant via l'interbancaire utilisant un protocole SEPA pour l'Europe par exemple, SWIFT pour l'international, etc. pour payer le commerçant. Une fois toutes ces étapes réalisées, le commerçant est donc payé. Avec cet exemple, on comprend bien l'une des limitations majeures des systèmes de paiement numérique actuels qui est le nombre d'intermédiaires. Pour un paiement bancaire, on a le réseau bancaire plus le réseau des cartes bancaires, ce qui augmente le nombre de communications, d'infrastructures, de frais et d'intermédiaires qui sont privés. Maintenant que nous avons vu comment fonctionnent à haut niveau les monnaies en Europe, nous allons maintenant regarder le projet de l'euro numérique. L'euro numérique a pour objectif d'être une alternative au paiement dans le monde numérique, c'est-à-dire une alternative au paiement que nous réalisons actuellement avec nos cartes bancaires, nos téléphones, les virements bancaires, etc. Ce n'est pas du tout un remplaçant et viendra en complément de la monnaie scripturale et de la monnaie fiduciaire présentée avant. Point de précision, l'euro numérique n'est pas une crypto-monnaie. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus, mais l'euro numérique n'a pas pour objectif d'être décentralisé. Dans les objectifs affichés pour l'euro numérique, il y a premièrement la reprise de la souveraineté. Globalement, l'Europe voudrait avoir une alternative moins privatisée des systèmes de paiement, pouvant se détacher des banques et des systèmes de cartes bancaires qui, pour certains, sont américaines par exemple. Ensuite, ça permet d'avoir une monnaie numérique centrale. Actuellement, la monnaie numérique utilisée est la monnaie scripturale des banques, qui n'est pas gérée par la banque centrale, du moins pour la création et la destruction. Un troisième objectif affiché est d'augmenter encore plus la sécurité pour les citoyens en ajoutant des systèmes d'anonymat au paiement numérique. Enfin, c'est d'avoir un système de paiement où des entreprises externes pourraient se connecter facilement au réseau pour y ajouter de l'innovation d'un point de vue finance. L'euro numérique est encore en stade de projet, l'architecture finale n'est pas encore choisie. Je vais présenter l'architecture qui est pour l'instant en idée. Donc dans la première couche, il y aurait la banque centrale qui gère complètement le réseau. Ensuite, une couche en dessous serait des paiements de service providers qui pourront fournir des services supplémentaires aux utilisateurs finaux, par exemple les banques commerciales. C'est pas encore très clair quel type de service, mais en tout cas, ils veulent la possibilité que certains providers puissent fournir des services supplémentaires. Enfin, la dernière couche, c'est les utilisateurs finaux, c'est-à-dire nous qui voudrons payer en euros numériques. Pour cela, nous aurons accès à un wallet, un portefeuille en français, nous permettant de payer. La forme physique de ce wallet n'est pas encore précisée. Est-ce une application, un équivalent carte bancaire ou autre, on ne sait pas. L'avantage de ce wallet, c'est qu'il permettrait d'avoir accès à l'euro numérique sans un compte bancaire. L'euro numérique permettrait également d'être retiré sous format de billets et de pièces euros. Pour le moment, l'objectif est que les paiements pourront s'effectuer en ligne et hors ligne. Du moins, dans le projet initial, il a été mentionné la possibilité de paiement sans Internet. Cette possibilité pourrait ne pas voir le jour, par la difficulté de la mettre en place. Cependant, si la fonctionnalité hors ligne est disponible, ce serait un gros avantage pour cette monnaie numérique. Pour le paiement hors ligne, les wallets entre un client et un commerçant communiqueront très probablement directement pour échanger les fonds. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Pour un paiement en ligne, nous pouvons imaginer que le nombre d'intermédiaires sera drastiquement réduit, avec une connexion vers le réseau de la BCE initiée par le client via son wallet et ensuite transmis par ce même réseau au wallet commerçant. Tout est encore en cours d'élaboration, rien n'est fixé. Comme on peut le voir, les personnes utilisant l'euro numérique n'ont besoin d'aucun compte bancaire, ce qui permet de rendre cette monnaie plus accessible. L'euro numérique viendrait comme une alternative à la monnaie scripturale actuelle. Je rappelle ici les avantages et les inconvénients de la monnaie scripturale que nous avons déjà vus. Dans les avantages, nous avons la rapidité et l'efficacité pour les paiements, et également les coûts de production faibles. En inconvénient, c'est très dépendant aux banques, et des frais bancaires peuvent être très importants. Dans les avantages et inconvénients neutres, il y a que la monnaie scripturale est plus facilement traçable que la monnaie physique, et que la monnaie scripturale est plus sécurisée que la monnaie physique. Pour l'euro numérique, on voit qu'il y a également plusieurs avantages et inconvénients. Pour les avantages, nous avons des points communs avec la monnaie scripturale, par exemple le paiement rapide et efficace. En plus, un mode hors ligne serait possible, ce qui ferait un gros avantage pour l'euro numérique. On a également, comme pour la monnaie scripturale, un coût de production faible, et également en termes d'avantages, la sécurité, elle serait très probablement un peu accrue par rapport à la monnaie scripturale pour l'euro numérique. Enfin, un avantage en plus, c'est la facilité d'innovation par les providers qui pourraient fournir des services ad hoc au système de paiement, ce que ne permet pas la rigidité du système actuel. Dans les inconvénients, nous avons remplacé une dépendance au système privé par une dépendance des paiements par les institutions publiques. On aura le choix entre faire confiance à la puissance publique ou à des entreprises privées. Le deuxième inconvénient est que les montants seront plafonnés. Avec l'euro numérique, la BCE ne veut pas concurrencer et écraser la monnaie scripturale actuelle qui passe par les banques privées. Elle veut que ces trois monnaies, donc la fiduciaire, la scripturale et l'euro numérique, coexistent. Nous retrouvons également le sujet de la traçabilité. L'euro numérique a pour objectif de fournir plus d'anonymat que la monnaie scripturale, mais pas un anonymat complet. Ainsi, la puissance publique pourra très certainement suivre un bon nombre de transactions, ce qui limite l'anonymat mais permet de meilleurs contrôles contre les fraudes et les financements dangereux. Un dernier point soulevé est quelle utilité pour l'utilisateur. Si on oublie le côté géré par la BCE et non par des banques privées, rien ne changera dans notre rapidité de paiement ou dans le fait d'avoir besoin d'un téléphone ou d'un équivalent carte bancaire.
Est-ce que la population s'emparera de cet outil? Est-ce que cet outil sera finalement utile et pas juste un espèce de gadget qui aura en plus de la monnaie scripturale actuelle? Ça reste une interrogation assez importante. En termes de calendrier, une phase d'étude a été effectuée de 2021 à 2023 pour l'euro numérique. Cette phase a été jugée concluante et donc le projet a avancé vers un stade préparatoire jusqu'en octobre 2025. Après cette date, l'UE conclura si elle poursuit le projet et si oui, avec quelle architecture finale. On aura plus d'informations sur la forme finale de l'euro, donc en 2025. Si on résume cette vidéo, la monnaie fiduciaire est la monnaie physique que nous connaissons avec les billets et les pièces de monnaie. Elle est complètement gérée par la banque centrale. La monnaie scripturale est de nos jours une monnaie numérique dont le pouvoir de création et de destruction est fait par les banques commerciales mais contrôlée par la banque centrale. Cette monnaie est très dépendante du système bancaire et des cartes bancaires. La monnaie scripturale peut être convertie en monnaie fiduciaire en retirant les fonds à un distributeur. Enfin, l'euro numérique se poserait comme une alternative aux deux premières monnaies sans les remplacer. L'objectif principal affiché est d'avoir une monnaie numérique moins dépendante des entreprises privées. Elle serait entièrement gérée par la banque centrale et permettrait également d'être convertie en monnaie physique, c'est-à-dire en pièces et en billets. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. D'autres vidéos sont disponibles sur la chaîne sur les finances publiques comme la dette, les impôts, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les regarder et à vous abonner, ça ferait très plaisir. Merci.